Bonjour Éric Orsena. Bonjour. De l'Académie française Nourrir sans dévaster. Dans 2 jours, c'est le salon de l'agriculture à Paris. On peut dire que l'ambiance est quand même assez tendue avec les agriculteurs cette année. Et là, vous publiez Nourrir sans dévaster avec Julien Denormandie, qui a lui-même été ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, c'est votre grand regret, Éric, de ne pas avoir été ministre de l'Agriculture. C'est vrai, parce qu'on m'avait proposé la culture, mais jamais l'agriculture. Et je trouve que je suis bien moins compétent que Julien Denormandie. Je ne suis pas ingénieur agronome, mais je suis quand même économiste des matières premières. Oui. Et que ça fait déjà un certain nombre de fois où je travaille sur l'agriculture. Puisque j'ai fait un livre sur le coton, j'ai fait 2 livres sur l'eau. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Et puis j'ai fait un livre aussi sur l'élevage des cochons, donc je ne suis pas trop éloigné de ce secteur. Oui, mais quand vous dialoguez avec Julien Denormandie dans ce bouquin, alors Julien Denormandie, c'était un ministre du président Macron. Là vous lui diriez, ça va dans le bon sens ce que fait Gabriel Attal en ce moment. C'est la bonne réponse à apporter aux agriculteurs. Alors, notre livre a ce titre précis qui est du vrai en même temps. Le en même temps politique, c'est pas complètement sûr. Mais ce en même temps, il est nécessaire. Il faut nourrir sans dévaster la planète. Les deux. Et donc, notre livre, nous avons un équilibre. Parce qu'il n'y a aucune action qui doit conduire à nourrir sans une action de protection. Il faut donc produire, mais en protégeant. Et c'est vrai que les mesures, depuis quelque temps, donc depuis la parution de ce livre, sont plutôt de tout céder à court terme aux agriculteurs. Oui. Et là, je m'éloigne de plus en plus vis-à-vis de certaines mesures, comme par exemple la pause du plan Écophyto. Il faut donner des perspectives, il faut donner du temps à s'adapter, il faut accompagner par des financements, mais on ne peut pas dire du pause sur cette grande question du dérèglement climatique. Et puis, ce risque la santé, on ne peut pas faire ça. Oui, mais alors là, il y a une détresse des agriculteurs. On répond comment à cette détresse aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que cette détresse, elle est mondiale. Parce que sans nourriture, on meurt. Et ceux qui nous apportent l'essentiel, pour la plupart, ils gagnent très peu d'argent. C'est-à-dire, en France, beaucoup sont moins du SMIC, notamment les éleveurs, et ailleurs, ils sont dans la misère. Vous voyez que partout en Europe, mais aussi dans le monde, comme en Inde, il y a une protestation, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'on leur demande on leur donne des objectifs contradictoires, c'est-à-dire produire pour le moins cher possible, en respectant de mieux en mieux. Eh bien, cette question-là, c'est pas possible. Vous savez, notre livre devait s'appeler « Voyage au cœur de nos contradictions ». Parce que nous adorons les contradictions. Nous adorons le pain, mais nous détestons les céréaliers. Nous adorons importer des produits que nous nous interdisons de produire, etc., etc. Donc, c'est pas possible. Oui, il y a un chapitre qui s'appelle « On marche sur la tête ». C'est devenu, et il ne l'avait pas vu, encore le livre n'est pas sorti, mais c'est devenu le slogan, justement, de cette colère agricole. On marche sur la tête. Écoutez, dédaigner l'essentiel. Quand vous voyez qu'une des premières valeurs mondiales pour une entreprise, c'est de fabriquer des sacs. Moi, ça m'intéresse plus de savoir ce qu'on va mettre dans les sacs, et notamment si c'est de la nourriture. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, regardez notre lien avec l'alimentation. Moi, je me souviens, ma grand-mère était lyonnaise. Pour moi, l'alimentation, c'était sacré. Et aussi, la rencontre à table. J'ai appris là la civilité, le respect, l'écoute, etc. Maintenant, on bouffe à toute vitesse un peu n'importe quoi. Et vous dites que c'est mondial, Éric Orsena. Ça veut dire qu'on passe au Brésil, on va en Ukraine, on peut parler des poulets, on va en Chine. Ça veut dire que la réponse, elle n'est pas en France. Non, elle n'est pas en France, justement parce que imaginez que dans ce pays de France, qui est quand même riche de la plus grande diversité, de la plus grande richesse des terroirs, nous importons la moitié de nos fruits et la moitié de nos légumes. C'est pas possible. Évidemment, c'est pas possible. Il y a des anecdotes, parce qu'on a beaucoup circulé, comme d'habitude. Moi, je suis un reporter manqué, donc on a été un peu partout. Et Julien raconte du temps où il était attaché culturel en Égypte, au Caire. Sa fille tombe malade. On lui dit, il faut des antibiotiques. On dit, oui, la pharmacie, il n'y en a pas. Et la nounou dit, non, allez au supermarché. Pourquoi? Parce qu'il y a des poulets. Ah bon? Oui, c'est des poulets. Les poulets viennent du Brésil. Ils sont pleins d'antibiotiques, ça va soigner votre fille. On marche sur la tête. Oui. On marche sur la tête, au détriment de la santé, bien sûr. Et ce genre de choses-là, nous importons plus de la moitié de nos poulets. C'est pas possible. Oui. Avec des règles qui ne sont pas les nôtres. Donc, vous voyez, c'est tout ce genre de choses mais que... C'est immense, en fait. On a l'impression, parce que parfois, on peut mettre en cause l'Europe. Et d'ailleurs, vous dites, à un moment, il y a un chapitre qui dit « L'Europe est cocue ».
Oui, parce que justement, vous savez, il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris grâce à Julien de Normandie. Quand il y a eu le plan Marshall, c'était donc c'est ce torrent d'argent qui est arrivé de dollars, qui est arrivé des États-Unis pour reconstruire l'Europe. Bien, ils nous ont donné des tas de choses, etc., etc. Mais il y avait des contreparties. Les contreparties, c'était leur acheter sans droit de douane les sojas. C'est-à-dire qu'on était pieds et poings liés à la production des agriculteurs américains. Donc vous voyez, et là, on aborde cette question qui s'appelle l'arme alimentaire. C'est-à-dire que, heureusement, nous sommes revenus à une nécessité d'avoir une sorte d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire, surtout quand on a un pays comme la France. Alors c'est à l'échelle de la France, c'est aussi à l'échelle de l'Europe. Oui, ça veut dire qu'au fond, on va passer par une sorte de révolution, une révolution aussi des consommateurs, parce que là, effectivement, la planète est en jeu aussi derrière. Alors vous savez, on dit, et c'est une très belle formule, qu'un consommateur... il vote 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et donc il ne faut pas qu'il soit non plus trop dans la contradiction, parce qu'il est citoyen le matin, il se réveille avec des tas de bonnes résolutions, et puis il achète le moins cher possible. Alors que d'abord, il faut bien voir la différence entre eux. Il y a des gens qui pourraient acheter mieux, qui ont les moyens, mais d'autres, 16% des Français ne mangent pas à leur faim, 16%. Ça, c'est la moyenne. C'est-à-dire il y a énormément d'étudiants qui se privent d'un repas parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire en même temps les études et de se nourrir convenablement. Donc ça, c'est pas possible. Mais la solution de dire, face à ces questions-là de faim, la solution, c'est d'avoir des produits agricoles toujours moins chers, c'est pas possible. On condamne les agriculteurs. Comprenez, à chaque fois qu'il y a ce genre de questions, pour sauver le pouvoir d'achat, on condamne les agriculteurs. À chaque fois, à chaque fois. Oui, oui. Et derrière, c'est toujours des questions d'argent, de fric. On pense à la question évidemment des distributeurs, on pense les grandes surfaces, les négociations, une agriculture assistée au fond, et puis quelque part, une agriculture qui n'est plus celle qu'on a connue. Alors, c'est une agriculture qui est sans doute le domaine où il y a le plus d'inégalités. Parce que si on prend le domaine complet avec les industriels et tout ça, il y en a qui font des jolies fortunes, et puis d'autres qui sont, encore une fois, sous le SMIC, et avec des conditions de travail et des durées de travail absolument impossibles. Comment être éleveur ? Moi, je salue les éleveurs. Vous savez, ce livre, c'est d'abord une sorte de long merci. Merci à ceux qui nous nourrissent. Et en trouvant insupportable qu'on les maîtrise à ce point-là. En disant, mettez-vous à leur place. Et puis après, il faut une vision. Vous savez, des mesures sans vision, c'est évidemment contradictoire. Donc, dans les mesures qui ont été annoncées encore hier, il y a des mesures de facilitation, mais elle est où la vision ? Quelle agriculture on veut ? Quelle agriculture pour la France ? Quelle agriculture pour l'Europe ? Comment est-ce qu'on fait ? Quelle transmission ? La plupart des agriculteurs... Presque la moitié des exploitations vont devoir changer de responsable dans les 15 ans à venir. Et alors, combien veulent que leurs enfants suivent ? Ça veut dire quoi ? On n'aura plus d'agriculteurs ? On aura des sortes de fermes industrielles ? C'est ça l'enjeu. Oui. Donc, il y a une sorte de vision de l'agriculture de la France et de l'Europe dans les 10 ans à venir. On a une vision climatique, on n'a absolument pas une vision. C'est pour ça que nous nous battons pour qu'il y ait une sorte de pacte, de grand rendez-vous de la France avec ses agriculteurs. Oui. D'ailleurs, dans le livre, il y a un vrai dialogue avec Julien de Normandie. Vous n'êtes pas toujours d'accord. Il y a un moment donné, Éric Orsena dit à Julien de Normandie sur la question des néonicotinoïdes, par exemple, qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'a voté Julien de Normandie. Non, à un moment donné. Alors, il était ministre, moi, je n'étais pas ministre. Mais c'est vrai que ça, ce genre de choses n'est pas possible. En tout cas, s'il n'y a pas de vision, encore une fois, s'il n'y a pas de plan pour le remplacement. Je suis pas naïf. Je sais que s'il n'y a pas de remplacement, eh ben, il faut trouver des solutions. Mais vous voyez, avec le glyphosate, par exemple, on a un chapitre, ça m'a amusé parce que j'ai trouvé le titre parce que ça m'amuse, mais là, on est en accord avec Julien de Normandie. Si vous n'avez pas de désherbant, ben, évidemment, la plante que vous voulez faire pousser va entrer en concurrence déloyale avec ce qu'on appelle, entre guillemets, les mauvaises herbes. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Surtout si vous acceptez de ne plus labourer.
qui est nécessaire de ne plus labourer. Parce que ça veut dire que vous protégez le sol et ça veut dire que vous empêchez le ruissellement et de la perte, etc. Mais il faut bien des solutions. Et c'est pour ça qu'on a un chapitre qui s'appelle Glypho ou robot. Parce que les gens qui nous disent « mais il s'agit de désherber ». Vous avez déjà vu un Français qui désherbe, vous, dans les champs français ? Vous avez déjà vu ça? Plus personne désherbe. Ceux qui désherbent de temps en temps, c'est des étrangers qu'on fait venir à bas prix. Donc, c'est pas ça. Donc, oui. Il faut trouver l'appui de la nouvelle technologie, bien sûr. C'est pour ça qu'au salon, il y aura 200 start-up qu'on appelle la ferme digitale, qui apportent le progrès pour aider l'agriculture à lancer sa transition. Transition, produire. Produire n'est pas un gros mot. Comment voulez-vous nourrir si vous ne produisez pas? Donc, nourrir n'est pas un gros mot, mais il faut évidemment protéger. Et protéger, qui doit se protéger les premiers? C'est évidemment les agriculteurs. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on utilise des produits qui sont dangereux d'abord pour leur santé à eux. Comme si ils étaient contents de manipuler des matières qui sont dangereuses. Mais enfin, pour qui les prend? On les prend qui? Pour qui? En plus, ces gens-là, ils ont souvent bac plus 2, plus 3, plus 4. Je ne supporte pas cette vision des agriculteurs. Vous voyez, à l'ancienne, c'était mieux avant. Bon courage. Moi, j'ai vu ce que c'était les agriculteurs dans le temps. J'ai vu la pauvreté, voire la misère des agriculteurs en Bretagne, dans ma région. Oui, c'est l'agro-bashing. C'est une réalité, ça? Certains qui disent avant, on les saluait sur leurs tracteurs, aujourd'hui, on les insulte, et les éleveurs bovins, parce que avec les contradictions. Moi, j'ai un voisin, cultivateur qui fait des légumes. Et il a un circuit court, il livre un certain nombre de clients. Il va avoir une cliente, elle a 30 ans. Elle est enceinte, elle a la clope au bec, et il dit « J'espère que des artichauts ne sont pas traités. » C'est où la menace? C'est un adjuvant ou c'est le tabac? Il faut quand même que les consommateurs se rendent compte dans quelles contradictions ils sont et donc nous aider à dépasser cette contradiction avec une sorte de pacte entre la France et ses agriculteurs. Les éleveurs qui sont souvent la cible, parce que la viande, vous parlez d'ailleurs, on dit aujourd'hui on va essayer de moins consommer de viande, c'est pas bon pour la planète, et en même temps ces éleveurs, ils sont là pour vivre aussi, produire de la viande. Alors ils sont là pour vivre, il faut savoir que en France déjà, mais dans d'autres pays, la consommation de viande, c'est une sorte d'appel de la reconnaissance d'une certaine montée en statut social. Donc quand on gagne plus d'argent, on a besoin de plus de viande. Donc ça, c'est à l'échelle de la planète. Donc on voit, vous savez, j'ai fait donc un livre sur les élevages de cochons en Chine. J'avais été là informé d'un étage, d'un immeuble de 6 étages pour élever des cochons. Maintenant, il fait 12 étages. Et maintenant, il fait 26 étages. Et puis, il y a un autre bâtiment juste à côté qui va faire aussi 26 étages. 3 millions de cochons. Donc, c'est bien qu'il y a des clients. Comment on va faire la transition? C'est les mêmes qui disent qu'il faut défendre le climat et qui se précipitent pour prendre l'avion. Oui. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. On est à rendez-vous avec nous-mêmes. Oui, mais on ne pourra pas produire du bio pour tout le monde? C'est ça, au fond, parce que c'est plus cher et il faut nourrir de plus en plus de consommateurs. Ce qui m'inquiète, vous savez, dans l'agriculture, il y a un S. Il n'y a pas une seule agriculture. Il y a énormément d'inégalités. Une dernière étude de Thomas Piketty l'a bien montré avec grande pertinence. Donc il y a plusieurs agricultures. Et le bio, moi j'étais très attaché à cette procédure, à cette ambition, à cette possibilité. Et on voit évidemment c'est plus cher. Donc quand c'est plus cher, qui va pouvoir produire? Et on voit que la production de bio a décliné. Quand vous avez dans un supermarché et que vous avez le rayon bio, il n'y a quasi personne. Moi, j'étais encore là, pas loin, là, à Net, pas loin où il y a un grand Leclerc, pas loin d'un beau magasin, là, dans ce domaine, près de Houdan. Et personne dans bio. Pourquoi? Alors qu'il y a encore un an, il y avait du monde. Donc, parce que c'est encore ça. Moi, franchement, je préférais qu'on paye plus cher les produits agricoles et que les super profits de certaines boîtes qui ont profité de la géopolitique actuelle pour gagner 23 milliards de déficit avec de l'essence soient un peu taxés. Oui. Voilà, pardon, mais voilà.
Oui, il est vrai aussi que les gens consacrent de moins en le pourcentage consacré à l'alimentation dans les revenus de plus en plus bas. Il était de plus de 30% dans les années 60. Tout ça, parce qu'il y a d'autres dépenses aujourd'hui qui se sont ajoutées. Ça, c'est très intéressant parce que c'est lié. Une des raisons, donc le passage depuis en 15 ans, c'est de passer de 30% à 11%, en gros, en moyenne. Oui. Bon, une des raisons, c'est qu'on n'a pas construit assez. Donc le prix des logements a monté. Donc on est obligé de combien, dans un budget d'une famille, combien... On consacre plus au logement qu'à l'alimentation. Eh bien oui, c'est quand même... Alors c'est important les deux, bien sûr, mais donc cette question-là... Donc quelque chose me dit que... Enfin, ma conviction absolue est de dire que c'est pas en baissant le prix de l'alimentation qu'on va augmenter le niveau de vie. Je préférerais qu'on augmente les salaires. Oui. Au-delà de tout ça, Éric Orsenna, c'est un choix civilisationnel, au fond, se dire une France sans agriculteurs et finalement aussi un monde avec une autre agriculture. Vous l'avez vu, ce monde de près. Vous décrivez ces fermes-usines, cette consommation de masse, cette malbouffe, au fond. On peut dire ça. C'est un enjeu décisif, là. S'il n'y a pas ce rendez-vous actif, comme on a fait dans un certain nombre de domaines, moi, je me souviens quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, qui était très, très passionnant. Il y a eu des rendez-vous solennels de la nation avec un secteur, un domaine, une priorité. S'il n'y a pas ça, on va à la catastrophe. C'est-à-dire on va perdre encore plus nos agriculteurs, et les agriculteurs, ils vont changer. Et ce seront des succursales de grandes sociétés internationales qui vont fabriquer de la nourriture comme ça, semblable absolument partout. Et bien ça, c'est la fin de notre civilisation. Comprenez ? Alors, il y a des produits qui sont à l'échelle de l'Europe, et puis il y en a qui sont à l'échelle de la France, et d'autres à l'échelle de la région. Je suis absolument scandalisé par le fait qu'on ne s'intéresse à l'agriculture qu'une semaine sur 52 au moment du salon. Le livre, on l'a fait, ça fait 20 ans que je me passionne pour l'agriculture. Donc, on ne l'a pas fait pour le salon. Il se trouve que ça arrive à ce moment-là. Mais que les Français ne viennent pas uniquement caresser le cul des vaches une semaine par an. Ils se disent, s'il n'y a pas une agriculture et des agriculteurs en bonne santé, ils seront, eux, en très mauvaise santé. Oui, vous dites d'ailleurs en conclusion de l'ouvrage, c'est un choix de vie, mais au fond aussi un choix de survie. Et alors, on pourrait dire que c'est un survie évidemment pour nous, pour ceux qui ont besoin de se nourrir, et survie aussi pour la planète. Mais bien sûr que oui, c'est l'affaire. Comment peut-on avoir autant... Alors, s'il y a eu un rapport très très intéressant de la FAO, la grande organisation de l'ONU, sur l'alimentation, en disant que pour 8 milliards, il fallait qu'on augmente de 60% la production. Ça, c'est un premier point. Mais en même temps, il va falloir, c'est vrai, réduire la quantité de production d'élevage, de bêtes d'élevage. Et puis, il y a la question de l'eau, qui est mon métier. On s'aperçoit que pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 12 000 litres d'eau. Donc, vous voyez, c'est-à-dire un rendez-vous. Tout ça avec le réchauffement climatique dont vous parlez ? Alors, regardez la situation. Qu'est-ce qui va rester dans 5 ans de l'agriculture espagnole? Qu'est-ce qui va rester dans 2-3 ans de l'agriculture du Maroc? Qu'est-ce qui va rester de ce miracle indien? Le long du Gange, il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Donc, c'est un rendez-vous à tous les niveaux. Rendez-vous au niveau de sa famille, rendez-vous au niveau du pays, rendez-vous au niveau de l'Europe, et puis un rendez-vous un peu global avec l'essentiel, c'est-à-dire la nourriture. Vous savez, quand vous voyez que 30 à 40% des vaches finissent en boulettes parce que les gens, ils n'aiment plus mâcher, est-ce que les générations suivantes auront encore des dents? C'est ça ce que je veux dire. C'est ça ce genre de question que nous posons. Donc au-delà de cette question, c'est vraiment une question de civilisation. Quel futur voulons-nous? Et pour proposer une future, il faut une vision. Oui, et pas des mesures contradictoires. Et puis vous parlez aussi de ces poussins broyés. Voilà, comment on peut éviter des choses. Il y a la souffrance animale, c'est encore un autre sujet. Bien sûr que oui. Ça englobe plein de choses. C'est ça qui est... Il s'agit de la vie. Vous savez, il se trouve que j'ai l'immense honneur d'être à l'Académie française au fauteuil de Pasteur. Donc, Pasteur, c'est la vie. Comment est-ce qu'on défend la vie? Et je me souviens, enfin, j'avais lu évidemment ce qu'il a dit, c'est que l'eau, c'est la vie et c'est aussi la mort. Et donc, l'alimentation, c'est aussi ça, c'est absolument nécessaire. Et moi, je suis passionné par les contradictions
c'est-à-dire la lucidité face aux contradictions, et pas par les postures. Parce qu'il y a des gens qui sont productivistes comme des fous, et puis d'autres qui disent on va protéger, le bio c'est la solution, etc. Pas du tout. Je retiens ce mot qu'un ancien ministre avait dit, Stéphane Le Foll, c'était l'agroécologie. Évidemment, c'est au fond dire la même chose. Agro, nourrir, écologie, sans dévaster. Oui. Vous parliez de Pasteur. La science peut nous sauver alors, dans un domaine comme ça, parce que ça aussi, vous parlez dans le bouquin. Alors, oui. la science va apporter des choses, mais la science, méfions-nous, parce que la science, c'est la chimie. Donc la chimie, ça a des éléments positifs, des éléments négatifs. En tout cas, plus que jamais, nous avons besoin de science. Et quand nous voyons que notre pays est un des pays industrialisés qui donne le moins à la science en pourcentage de son produit intérieur brut, franchement, au pays de Pasteur, je suis scandalisé. Oui, parce que la science fait peur aujourd'hui. La science est devenue une source d'angoisse. Et l'ignorance, moi c'est l'ignorance qui m'inquiète. C'est pas la science. Je préfère de loin savoir plutôt qu'ignorer. Parce qu'il y a une pensée magique, et la pensée magique, elle est alliée avec la mort. Oui, on a tous le souvenir d'agriculteurs, de paysans, comme on disait, en Ardèche ou ailleurs, qui vivaient comme ça en autarcie, avec leur terre à eux, leur dignité, la force que ça représentait pour les paysages. Ça, c'est quelque chose qui va complètement être mais broyé, en même temps, disparu. Vous savez, moi, je ne suis pas trop pour le « c'était mieux avant ». Parce que je voyais ce qu'il y avait. Vous savez, moi, je suis né en 47. En 47, la Bretagne, c'était une terre de misère. De misère. Et j'ai vu comment ils sont sortis de cette misère, puis de cette pauvreté, comment ils sont arrivés à ça. Donc, moi, je ne suis pas nostalgique. Moi, quand il y a des solutions, on regarde les contradictions et puis on essaye d'avancer. Mais on n'égrène pas des mesures sans vision. Ça ne sert à rien. Oui. Merci Éric. Nourrir sans dévaster. Alors il faut quand même préciser, il s'agit donc du petit précis de mondialisation numéro 8. Vous en avez fait donc 7 avant, ça continue, c'est chez Flammarion. Et c'est incroyable parce que vous vous intéressez, vous avez dit, au port, à l'eau, à tous les sujets comme ça. C'est une exploration d'aventurier au fond. Vous savez, moi quand je suis né, je voulais être Tintin. Oui. Alors, il se trouve que je vais avoir en mars 77 ans, donc c'est ma dernière année où j'aurai le droit de lire Tintin. Parce que vous savez, c'est 7 à 77 ans. Voilà. Donc, mais en tant qu'immortel, j'aurais peut-être une autorisation de continuer. Alors, les immortels peuvent le lire au-delà, c'est le seul. Peut-être. Peut-être, on va voir. Je serais peut-être attaqué par l'Arcom ou quelqu'un d'autre. mais dans Tintin, vous auriez eu le capitaine Haddock, attention. Oui, j'aurais fallu faire avec. Moi, je vais vous dire très franchement, capitaine Haddock, pourquoi pas. L'amitié, pour moi, c'est le sommet de la vie. Mais enfin, il y aurait eu des dames plus intéressantes que la Castafiore. Il y aurait eu Tournesol. Tournesol pour la science. C'est moi. Il paraît que c'est moi, Tournesol. Il paraît que c'est moi. Mais j'entends mieux, encore. Éric Orsena de l'Académie française. C'est fascinant, passionnant, c'est drôle aussi. Beaucoup, très drôle. Nourrir sans dévaster chez Flammarion. Bon appétit à tous. Merci.